comme on dit dans le sud, rebonjour à tous. Nous sommes dans la dernière ligne droite de Medfed 2023, mais il y a encore du boulot. On a deux débats cet après-midi. Le premier, j'accueille avec plaisir Jean-Marie Serroni. Jean-Marie, bonjour. Jean-Marie, tu es membre de l'Académie d'agriculture de France, d'abord, agroéconomiste, et tu as fait des tas de choses dans la vie, écrit des tas de bouquins, dont le dernier qui est sorti il y a quelques mois, 2041. Alors ben, voilà, je suis devant la caméra. Non, ça marche pas. Hop, on zoom sur le bouquin. Non, on tourne pas, on zoom. Voilà, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète, aux éditions France Agricole, un petit mot pour les confrères aussi de ce joli groupe de presse. Jean-Marie, on va travailler aujourd'hui la question de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est un vieux sujet, mais qui a des sauts d'humeur, des sautes d'humeur. On en parle et puis on l'oublie et puis on en reparle. Et avec la crise Covid et puis surtout la crise ukrainienne, il est revenu à l'ordre du jour. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on donne une définition. Depuis juin 2022, on a un ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ça a été voulu et perçu comme un signal fort du nouveau gouvernement et du président de la République réélu. Mais finalement, souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quelle est la différence avec la sécurité alimentaire, avec l'autonomie alimentaire et pourquoi pas avec l'autarcie ? Avec l'autarcie. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Sur la question de la souveraineté alimentaire, il y a deux mots, il y a souveraineté alimentaire. C'est un débat qui est fort aujourd'hui, enfin c'est un débat, c'est une notion, il n'y a pas vraiment de débat dessus justement, c'est une notion qui est forte aujourd'hui et qui a été relancée par le président de la République au tout début de la crise Covid. Du premier confinement. Alors, oui. Au tout début du premier confinement, quand il a dit, je crois que ce serait une folie de confier à d'autres notre alimentation. Et il a lancé cette idée de souveraineté alimentaire qui a connu un succès phénoménal, notamment dans l'opinion agricole. Donc, moi je crois que cette notion de souveraineté alimentaire, il faut la préciser, parce que globalement, on mélange un peu tout. Et la souveraineté alimentaire au sens, je dirais, non pas étymologique, mais précis du terme, vous allez être surpris, c'est un concept qui vient de la Confédération paysanne. Ça a été adopté par Via Campesina, qui est l'organisation internationale à laquelle adhère la Confédération paysanne. Je regarde mes antisèches parce que je ne sais plus bien, en 96. Et c'est une notion à la fois quantitative, qualitative et culturelle. C'est-à-dire la souveraineté alimentaire, c'est de garantir à un peuple le droit de pouvoir suivre le régime alimentaire qu'il souhaite, en quantité suffisante et correspondant à ses besoins, à ses habitudes culturelles, tout en respectant l'avenir de la planète et le développement durable. Donc, est-ce que c'est ça que voulait dire le président de la République? J'en suis pas certain. Et je pense qu'en fait, il voulait parler de sécurité alimentaire. Je m'excuse de critiquer les paroles, mais c'est aussi le rôle d'un expert indépendant. Ou d'autonomie. Je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire. La sécurité alimentaire, là, qui est une notion mondiale, et dans le titre de notre intervention, il y a la dimension mondiale, enfin du monde. Donc là, on est bien sur la sécurité alimentaire. Donc là, la sécurité alimentaire, c'est le fait de pouvoir disposer, que chaque individu dispose et puisse accéder, c'est deux choses. Il faut que son pays ait les ressources et que financièrement, il puisse y accéder à une alimentation correcte en qualité nutritionnelle, en nombre de calories, et qu'il ait les possibilités physiques et sociales et économiques d'y accéder. Mais cette sécurité peut très bien provenir de produits importés. C'est pas du tout une notion de production. Et enfin, il y a la dernière idée ou après l'autonomie alimentaire, c'est de produire nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin. Et l'autarcie, c'est de produire sans échange. Donc à partir de là, on voit bien que
le registre qu'on utilise aujourd'hui dans le monde agricole, le terme de souveraineté, n'importe quoi est raccroché à la souveraineté alimentaire. L'installation des jeunes, aujourd'hui, on dit, avec la question du renouvellement, c'est notre souveraineté alimentaire. C'est un peu grotesque, quoi. Hein. Donc, en résumé, la souveraineté, ça pourrait être un mixte de la sécurité et de l'autonomie. La sécurité, c'est je garantis de remplir l'assiette de mes concitoyens, mais l'autonomie, je la remplis avec les produits de chez moi. Voilà, avec les produits de chez moi. Alors, donc du coup, on va en rediscuter, mais ça remonte aussi avec la question du local. Souvent aussi, on dit la souveraineté alimentaire, c'est le local. C'est vachement discutable. Et puis, il y a un dernier élément où on confond souvent. J'entends dire, la guerre en Ukraine, le comportement de la Russie compromet notre souveraineté. Il faut qu'on fasse attention à notre souveraineté avec la question russe et les décisions de Poutine. Alors, c'est pas complètement faux si on aborde la question énergétique, enfin la question de la ressource en gaz ou la ressource en engrais. Ça n'a aucun sens, de mon point de vue, si on aborde la question alimentaire. Que Poutine utilise l'arme alimentaire vis-à-vis des pays d'Afrique qui n'ont pas voté contre l'intervention en Ukraine pour ces raisons-là, c'est politiquement et peut-être en termes de souveraineté nationale pour nous important. Cette question de l'arme alimentaire, de ne pas lui laisser, et c'est des questions géopolitiques, c'est plus de souveraineté, c'est une question importante de géopolitique à moyen terme de l'Europe, de ne pas laisser à la Russie prendre un pouvoir aussi fort sur l'arme alimentaire. Si la Russie annexe, s'il y a une partition de l'Ukraine, ce qui est quand même un des scénarios, en gros, la Russie et puis la partie qu'elle occupe, ça représente pas loin du tiers des exportations mondiales de blé. Donc c'est une arme terrible. Donc on peut se dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais ça n'a rien à voir avec notre propre souveraineté alimentaire. Je vais être très cynique pour me faire comprendre. Si Poutine affame l'Afrique, ça n'a pas d'impact direct sur notre assiette. Et or, notre souveraineté alimentaire française, c'est ça. La sécurité alimentaire du monde, c'est vachement important, mais c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire finalement, sans avoir l'immodestie de décoder la pensée du président de la République, que la souveraineté alimentaire telle qu'elle est perçue aujourd'hui en France, c'est la sécurité et l'autonomie. C'est-à-dire la sécurité, je remplis l'assiette, l'autonomie, c'est avec mes produits, donc la souveraineté, c'est je remplis l'assiette des Français avec des produits français. Alors c'est le en même temps, peut-être, oui. Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire. Par contre, le fait de dire ce serait suicidaire de ne pas se préoccuper de notre alimentation, oui, bien sûr. Et on en débattra après. Mais il me semble que la souveraineté est... Enfin, on peut se poser la question, pourquoi ça a eu autant d'impact, cette question? Mon hypothèse, alors là j'interprète, hein, c'est qu'il y a deux raisons à ça. C'est que, premier élément, la souveraineté, ça nous flatte tous, le coq gaulois, l'héritage du général de Gaulle sur la souveraineté nationale, qui n'est pas l'alimentation. Enfin, si, de Gaulle aussi, c'était la PAC, hein, c'était pour voilà, tout à fait, c'était sur notre... L'Europe, c'est l'agriculture pour la France et le charbon pour l'Allemagne. Voilà. Et c'était la France a longtemps été nourrie par son système colonial, il faut aujourd'hui qu'elle se nourrisse elle-même. Donc là, effectivement, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Mais ça nous chatouille quand même, le coq gaulois, il est quand même... Et puis c'est notre fierté nationale. Enfin, je ne conteste absolument pas cette dimension-là. Mais c'est pas la souveraineté alimentaire. Et ça a eu un grand succès dans le monde agricole, il me semble, et j'analyse pourquoi. Je crois parce que, pour moi, c'est une interprétation, voilà. Il y a deux raisons, me semble. Première raison, les organisations agricoles ont tout de suite vu que c'était un levier pour avoir du pognon. C'est clair. Donc ça peut dire que ça revient sur n'importe quel truc. Et le deuxième élément, peut-être plus subliminal, mais je suis absolument persuadé que dans l'idée de souveraineté alimentaire, il y a le fait de freiner les importations. Donc une idée protectionniste dans la culture française. Et vous allez raisonner sécurité alimentaire pour nous Français,
c'est plutôt cette idée de se protéger des importations à bas prix ou à bas niveau environnemental. Vous discutez, comme ça m'arrive, vous arrivez peut-être à certains, avec un Néerlandais ou avec un Allemand ou avec un Suédois ou avec un Britannique. Pour eux, la sécurité, c'est complètement le contraire. La sécurité, ça n'est pas se protéger, c'est au contraire ouvrir au maximum pour être sûr de pouvoir acheter, pour fournir l'alimentation. Donc c'est deux visions complètement différentes. Ce qui fait que pour moi, il me semble, j'interprète aussi, c'est pas un vrai débat européen, parce qu'on a des options complètement différentes. Et c'est en gros, je caricature en prenant un terme comptable, c'est la gestion des stocks ou la gestion des flux. Je me souviens avoir participé à un débat au salon Palace celui de l'année précédente, avec le directeur général de la commission agricole de Bruxelles, où c'était juste après l'invasion en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. Et un certain nombre de personnes disaient, mais il faut qu'on se protège, et il faut qu'on rassemble des stocks alimentaires. Et j'ai oublié son nom, le DG Agri, qui est un Autrichien, disait non, au contraire, si on stocke, si on se protège, on va s'assécher au bout d'un moment. Au contraire, il faut qu'on facilite l'immigration, enfin l'immigration, pas de personnes, mais la circulation des produits. Il faut qu'on facilite les flux. Et ce qui sauve l'Europe, et c'est la logique européenne depuis 30 ans, ce sont les flux, c'est la circulation des marchandises et des individus. Alors, on parlera de l'exportation tout à l'heure, mais tu as évoqué déjà la notion d'armes alimentaires. Il faut y revenir aussi parce que c'est un concept qu'on avait un peu oublié, parce que depuis 20, 30, depuis la chute du mur, grosso modo, le monde était grosso modo pacifié, même s'il y avait des conflits toujours un peu ici ou là. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que l'arme alimentaire existe vraiment. On l'a vu avec la Russie. Les États-Unis savent en user, même si par leur aide au développement, ce qui leur permet de soutenir leur agriculture d'ailleurs. Et nous, la France, et encore plus l'Europe, on a un peu oublié ça. Alors que la France a très bien su pratiquer aussi, sans dire, l'arme alimentaire. Alors, l'arme alimentaire, bon, c'est un terme guerrier, mais si on regarde la dernière campagne céréalière, on a fait une campagne française exceptionnelle. On a exporté à des prix, à des prix élevés. Donc, l'arme alimentaire demain, tu fais peut-être référence à Farm to Fork, enfin, voilà, à la politique européenne, hein, le pacte vert, pour parler en français, qui est de dire l'Europe sera un continent neutre en carbone en 2050. Et pour ce faire, il y a différentes feuilles de route, dont une qui est de la fourche à la fourchette. J'aurais préféré d'ailleurs qu'on parle de la fourchette à la fourche, parce que c'est quand même plus le marché qui tire aujourd'hui on est plutôt un flux tiré qu'un flux poussé. Avec donc un certain nombre d'actions, vous connaissez, notamment diminution des intrants, diminution des fertilisations, diminution des intrants, des fertilisants, baisse d'un certain nombre de produits phytosanitaires, notamment les plus dangereux, augmentation des surfaces préservées pour l'environnement et passage en agriculture organique, en agriculture biologique. Et il y a pas mal de simulations qui sont faites, qui ne sont pas des études d'impact, qui sont des simulations qui nous amèneraient à dire, et notamment une faite par les Américains, qui ont cherché à nous culpabiliser en nous disant « vous allez affamer le monde ». Bon, personnellement, là je vous redonne une conviction, moi je n'ai pas fait d'études, hein, enfin j'ai pas fait d'études au sens de simulation, je n'ai pas les moyens bien évidemment. Et ma conviction intime, je ne crois pas une seconde qu'il y a un souci. Je ne crois pas une seconde. Pourquoi ? Les Américains ont fait ça, encore j'interprète, hein, mais il se trouve que par l'Académie, on a des rencontres avec l'attaché agricole là-dessus, américain. Moi, je suis persuadé qu'ils ont fait ça parce que eux croient que ce que veut faire l'Europe est possible. Et si l'Europe dit, ce système que l'on propose, on veut en faire le modèle mondial demain, et notamment l'imposer dans les accords diplomatiques. Et ça emmerde vachement les Américains. Et je pense qu'ils pensent qu'on est capable de le faire. Comme on a fait aujourd'hui, parce que tout le monde me dit, mais t'es idéaliste quand tu dis ça. Je leur dis, attendez, en Europe, on ne craint pas aujourd'hui d'acheter de la viande traitée aux hormones de croissance. Quand vous faites vos courses ou que vous allez au restaurant, vous n'avez aucun doute sur le fait, hormis des fraudes,
qu'il y ait de la viande hormonée. En Amérique du Nord, toute la viande... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, non, mais Hors fraude. C'est clair, oui. Hors fraude. Oui. En Amérique du Nord, toute la viande est hormonée, grosso modo. Toute la viande est anabolisée, ce qui permet entre 10 et 20% de gain de croissance et donc de baisse de coût de production. Pourquoi on ne craint pas? Parce que comme c'est c'est interdit dans toute l'Europe par un règlement européen, on peut le mettre dans les accords internationaux. Et le fameux accord CETA qui a fait tellement peur au secteur de viande bovine... CETA, c'est l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Voilà. Il se trouve que je travaille un peu avec les Québécois. Eh bien, les Québécois disent on s'est fait rouler, puisqu'on ne peut pas vous exporter de viande bovine, puisque dans l'accord, c'est clair qu'on ne peut pas exporter en Europe. Enfin, l'Europe n'importe pas de viande hormonée. Ça figure dans les accords internationaux. Et donc, c'est possible. C'est possible dès lors que c'est un règlement qui s'applique à toute l'Union européenne. Et la politique de l'Union européenne, c'est de faire la même chose avec les produits phytosanitaires. Donc, ce qui suppose que les réglementations phytosanitaires, et c'est la position de la France, ne soient plus des réglementations nationales, mais soient directement des réglementations européennes. Pas des directives traduites ensuite en droit, qui peuvent être un peu différents suivant les États, mais finalement on accepte de transférer une partie de souveraineté à l'Union européenne qui décide les règles phytosanitaires et dès lors elles sont opposables dans les accords. C'est ce que le président Macron appelle les clauses miroirs. C'est ça les clauses miroirs. Oui, voilà, c'est ça les clauses miroirs. Avec ton exemple sur le CETA et la viande bovine, tu nous dis que la clause miroir, non seulement c'est possible, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc ça c'est important pour nos productions de fruits et légumes, parce que on est quand même un peu les champions d'Europe et hélas du monde aussi de la surtransposition et de l'interdiction d'une molécule, mais comme on est les seuls à l'interdire, on ne peut pas l'imposer. Voilà. Mais à partir du moment où ça devient complètement européen, on peut le mettre dans les accords et je pense que c'est ça dont les Américains ont peur. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que ces études qui ont été faites sont faites, et c'est le problème de toutes ces projections, sont faites en considérant que les gens ne changent pas. Parce que c'est compliqué d'intégrer les changements dans les études, les simulations par Excel, etc. Le consommateur évolue, et les paysans, c'est tout sauf des couillons. Donc en fonction du contexte, ils évoluent dans leur pratique, ils s'adaptent. Donc ces études ont été faites de manière totalement fixe. Donc on va forcément s'adapter. Et moi je crois que et j'en suis vraiment convaincu, puis j'ai un petit peu quand même, j'ai la chance d'avoir des contacts d'aller de temps en temps à Bruxelles et je suis persuadé que c'est ça qui est en train de se passer. L'Union européenne dans le Green Deal, dans le pacte vert, intègre l'évolution qui est en train de se passer, où l'Europe est en train de perdre des habitants. L'Europe du Sud perd déjà des habitants. Par la démographie. Par la démographie. Il y a aujourd'hui en Europe, dans l'Union européenne, 1,5 enfants par femme. C'est un chiffre dont on entend très peu parler. C'est phénoménal. Et c'est phénoménal pour l'agriculture, parce que c'est notre marché de demain. Et vous savez que pour se renouveler, il faut être à 2,1 à peu près. Hein. L'équivalent du papa et de la maman, plus la mortalité. Donc là, on perd. Alors, il y a un peu d'immigration. À mon avis, il y en aura davantage. Mais on va baisser de population. L'Europe de l'Est perd de la population et l'Europe du Sud. Nous, on ne se rend pas bien compte parce qu'on est stable. On ne progresse plus beaucoup, mais on est stable. Le deuxième effet, c'est que on avance en âge, puisqu'on vit un peu plus longtemps. Ce qui masque la baisse de natalité. Mais donc, on avance en âge. Et donc, avançant en âge, on ne consomme plus de la même manière. Et moi qui ai un peu plus d'années de vol que la plupart d'entre vous, pas tous, mais la plupart, je peux vous dire que quand on avance en âge, on mange un peu moins. Et on ne mange pas la même chose. Donc ça joue là-dessus. Et le dernier élément, et ça on est tous d'accord de dire qu'il faut diminuer le gaspillage. Qui est contre le fait de diminuer le gaspillage alimentaire? Il faut être vraiment taré pour dire je suis contre. On estime en France qu'on perd aujourd'hui 20% de la production. Pas au champ, on la perd entre l'usine et notre poubelle. Donc on se dit, je crois que c'est le plan national, hein, c'est l'objectif, on baisse de moitié.
Bon, on se dit, oui, après tout, je vais faire attention, je vais acheter des... Puis j'ai entendu, la grande distribution va faire des portions un peu plus petites, on va moins, voilà, et puis les légumes cabossés, on va les manger. On est tous d'accord avec ça. Si on baisse de moitié les 20% perdus, ça veut dire 10% de la production française, ou européenne, dont on n'a plus besoin. Puisqu'on la gaspille. On n'a plus à la produire si on ne gaspille plus. Et donc ça veut dire 10% de production qu'on peut se permettre de baisser en gardant la même quantité d'exportation, ou ça veut dire 10% de notre production sur lequel il faut trouver des débouchés à l'export. C'est ce qui est considérable. Donc ça, c'est intégré dans la vision politique européenne. Après aussi, on peut produire un peu moins d'alimentaire et un peu de non-alimentaire, de l'agriculture pour l'énergie. Ou... Voilà. Mais donc, la question de on voit bien que la question de la souveraineté derrière, elle est quand même loin. Parce qu'on a de la réserve. Mais quelle est la vision européenne de la souveraineté, justement? Parce que là, on était sur un débat un peu national. Est-ce que quand le ministre français de l'Agriculture va à Bruxelles et dit je voudrais parler de la souveraineté, on lui rit au nez ou on l'écoute? Je crois qu'on lui rit au nez. Juste une anecdote, tu m'as fait l'amitié de parler de mon livre. Le précédent, je vais rajouter un peu de pub, le précédent, il y a quelques années, parlait de la PAC. C'était sur est-ce qu'il y aura demain une politique agricole commune? Je pense qu'il n'y en aura plus. Mais enfin, qu'il y aura une politique agricole européenne, mais plus de politique agricole commune. Et pour ce faire, j'étais allé assez souvent à Bruxelles, et puis j'avais rencontré un certain nombre d'attachés agricoles à Paris, ce qui permettait de voir les autres pays sans trop voyager. Et donc, depuis, je rencontre un peu ces attachés agricoles. Et l'autre jour, dans un truc, l'attaché allemand me dit, bon Jean-Marie, les Français, quand est-ce que vous allez arrêter de nous emmerder avec la souveraineté? Pour nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, la souveraineté, c'est il faut pouvoir importer, être sûr de pouvoir importer si on a besoin d'acheter. L'Allemagne, qui exporte plus que nous, a un déficit, un solde commercial agricole déficitaire, parce qu'ils importent énormément. Ils exportent un certain nombre de choses sur des marchés, mais ils importent beaucoup plus. Et ce n'est pas un problème pour eux. Les Anglais, est-ce que c'est un pays indépendant, les Anglais? Oui. Bon, ils ne sont plus dans l'Europe, mais les Anglais, ils importent la moitié de leur alimentation. La moitié. Alors, je pense que ce n'est pas du tout notre modèle français. Et je pense qu'effectivement, pour nous, l'alimentation, c'est un fait culturel plus fort que dans beaucoup d'autres pays. Donc je crois beaucoup à la production française, et notamment à des dimensions locales. On en parlera, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être un ayatollah du local, mais c'est important. De là à dire et à se faire peur, parce que finalement il y a un peu ça tout de suite qui craint, se faire peur sur le fait de dire on risque demain de ne pas pouvoir se nourrir correctement, enfin moi ça me paraît aberrant. Après, on verra qu'il y a d'autres aspects. Il y a un aspect en amont de l'agriculture. On peut manquer d'engrais, on peut manquer de produits phytosanitaires. Mais ça, ce n'est pas une question agricole, c'est une question industrielle. C'est une question industrielle. Mais voilà. Et puis, cette question de souveraineté et d'autarcie, c'est d'autant plus embêtant en France, alors qu'on est un très grand pays exportateur. Pourquoi nous, on voudrait s'autosuffire et dire que les autres non, pour qu'on puisse leur vendre notre camelote? Ça a du mal à être cohérent, là. Alors, la souveraineté, c'est aussi finalement l'occupation d'un territoire. Et l'une des singularités de la France, et peut-être une particularité par rapport aux autres pays, c'est qu'on a un vaste territoire, on a la plus grande surface agricole d'Europe. Et très variée. Et très variée. Et on a besoin de la faire vivre, sinon elle retourne à la friche, elle retourne à la forêt, etc. Donc, donc pour ça, ça veut dire qu'il faut consommer les produits que les agriculteurs produisent et qu'il faut les exporter. Il y a aussi ça qui n'existe pas en Allemagne, aux Pays-Bas encore moins, en Belgique, etc. On a un territoire énorme, varié, avec
des productions tellement différenciées que, grosso modo, le ministre de l'Agriculture, quand il est à Bruxelles, il doit parler de tous les sujets, à part le coton peut-être, mais sinon, alors que les autres, une fois qu'ils ont parlé du cochon et du blé, ils s'en vont. Alors, la spécificité du ministre de l'Agriculture, quel qu'il soit, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il est sur tous les fronts. Donc il faut qu'il passe des alliances dans les couloirs, en gros avec tous les pays, en fonction du contexte. Hein. C'est sûr que pour défendre la banane, on ne va pas aller chercher les Suédois. C'est clair. Et pour défendre le blé, on va peut-être pas chercher les Grecs. Voilà, donc il faut passer les alliances à peu près avec tout le monde. Mais en même temps, on a un des pays dont l'agriculture est la plus efficace, la plus propre, la plus variée, avec des niveaux de technicité et de rendement les plus élevés. Donc ça, c'est une force. On est un pays, on partage ça beaucoup avec les Italiens et les Espagnols, pour lequel l'alimentation est un fait culturel très prégnant. Et puis on a une autre particularité quand même en France, c'est qu'on est globalement pour des exploitations de taille moyenne à notre regard à nous. Ça veut dire de taille petite à l'échelle des grands pays exportateurs. Il faut qu'on soit conscient de ça. Hein. Toute production, c'est vrai dans toutes les productions. Une ferme qui fait 500 hectares chez nous, ça paraît 500 hectares de céréales, c'est, comment on dit ça, les gros céréaliers du bassin parisien. Un Ukrainien, il se marre. Enfin, un Ukrainien. Il y a des toutes petites fermes en Ukraine, mais les grands domaines ukrainiens, ils se marrent. Une ferme laitière de 200... J'ai beaucoup travaillé dans le département de la Manche, premier département laitier de France. Dans la Manche, des fermes de 200 ou 300 vaches, il y en a, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Par rapport aux grandes exploitations que j'ai pu voir en Allemagne de l'Est ou en Tchéquie, qui font 1000, 2000, 3000 vaches, ou même en Italie où les femmes font 600-700 vaches, on est tout petit. Donc les grosses fermes chez nous, c'est des toutes petites fermes, enfin des petites fermes par rapport à nos concurrents. Et ça, on y est très attaché. Et je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. À titre perso, je partage plutôt ce point de vue. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait des grosses fermes, mais ce n'est pas notre modèle. Donc, je ne vois pas pourquoi la ferme des 1000 vaches, on lui a fait autant de misère. Mais surtout qu'ils sont arrivés à 700 maximum. Voilà, ils étaient à 700-800. Mais ça a duré 2 ans. La ferme des 1000 vaches, elle vendait son lait à l'étranger, parce que les laiteries françaises ne voulaient pas l'acheter. Hein. Et la ferme des 1000 vaches était faite avec des salariés dont certains étaient analphabètes, illettrés. Hein. Donc c'est une dimension très très particulière, la ferme des 1000 vaches. Et bon, économiquement, ça tenait à peu près la route. Donc, pourquoi on parle de ça, je ne sais plus. Parce qu'on parlait du modèle agricole français. Ah oui, du modèle agricole français. Et donc, ces fermes moyennes, chez nous, elles occupent le territoire. Elles ont des productions à taille humaine, entre guillemets. Mais globalement, ça conduit, même si c'est des grands débats d'économie, c'est ce qu'il y a des économies d'échelle en agriculture, etc. Moi je crois quand même qu'il y en a un peu. Il y a des effets d'efficacité et donc ça nous amène quand même dans un certain nombre de cas des coûts de production plus élevés. On s'en sort parce qu'on a une efficacité technique beaucoup plus forte. On avait un décalage, on n'a pas baissé, mais les autres nous ont rattrapés. Et donc ça a un coût qu'il faut qu'on accepte de payer. Nous Français, il faut qu'on accepte de le payer. Cette autonomie ou avec notre modèle agricole, il y a quand même un coût. Et je pense qu'il faut, je ne sais pas si c'est dans notre débat, mais il faut qu'on accepte qu'il y ait, je pense demain, qu'il y ait un peu plus de grosses fermes. Et il y aura en même temps beaucoup plus de petites fermes, les restes. Je pense qu'il y aura les deux. Mais il ne faut pas qu'on refuse des fermes de taille plus importante. Alors au Salon de l'Agriculture, le ministre a présenté un plan de souveraineté fruits et légumes, où on a à peu près mis tout ce qui existait déjà, toutes les mesures qui existaient, mais il ne s'agit pas de rentrer dans le concret des détails des mesures qui passeront par des appels à projets, des trucs de manifestation d'intérêt, etc. Mais c'est un sens quand même de dire 60% des fruits
y compris les produits tropicaux, mais quand même sont importés. La balance commerciale en légumes a tendance à baisser aussi. Donc, est-ce que c'est important, voire dangereux, de dépendre de l'importation, parce que en blé, on est excédentaire et on exporte. En vin, évidemment. En lait aussi. En viande bovine, on est à peu près moite-moite. En volaille, on a perdu tout ce qu'on voulait au nom du bien-être animal, ce qui est une belle chose. Oui, mais en même temps, en volaille, la production de volaille représente 95% de notre production, parce qu'on exporte de la volaille. C'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais bon, voilà. Donc, en quoi est-ce important d'être souverain? Parce que on peut être souverain. La France a perdu beaucoup en souveraineté sur l'ensemble de l'agriculture. Si on enlève les vins spiritueux, on est déficitaire, alors qu'on était excédentaire il y a quelques années. Donc, est-ce que c'est important ou pas d'être plus ou moins excédentaire ou déficitaire sur l'ensemble de nos produits agricoles qu'on peut maîtriser, évidemment. Il ne s'agit pas d'être excédentaire sur la banane. La banane, nos amis antillais que je connais bien, ils produisent la moitié de notre consommation, ce qui est pas mal déjà. Alors, si tu laisses deux minutes, encore ma conviction. Je pense que cette question de baisse de souveraineté. D'abord, il faut savoir comment on la mesure. Je vois que dans le plan, là, je l'ai lu hier, je l'ai relu hier, le plan je ne sais plus comment il s'appelle, sur les fruits et légumes, il dit on doit gagner 5 points de souveraineté alimentaire. Pour moi, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire gagner 5 points de souveraineté alimentaire? Comment tu mesures la souveraineté alimentaire? Gagner 5 points de quelque chose dont on n'a pas dit comment on le mesurer. C'est quand même extraordinaire, ça. En politique publique. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, c'est un chiffre, un truc, on ne sait pas comment on le mesure. On ne sait pas comment on le mesure. C'est quand même... Bon. Alors, France Agrimaire a montré un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts qui sont intéressants. Par exemple, qui montrent que sur les fruits et les légumes, les deux à peu de choses près, quand on regarde notre production et qu'on la rapporte à notre consommation, on est à 85%. Quand on dit qu'on importe 60% des fruits et légumes, 60% des fruits, quand on regarde notre production et notre consommation, on est à 85%. Donc ça veut, quand on enlève sur les fruits tempérés, excusez-moi, sur les fruits tempérés. Donc ça veut dire que si la souveraineté était vraiment un objectif, il faudrait en priorité qu'on consomme ce que l'on produit, qu'on mange plus de pommes et moins d'ananas. J'aime bien les ananas, donc ça me ferait très mal. Donc c'est pour ça je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Ceci étant, en fruits et légumes, je pense qu'on est quand même allé assez loin, et effectivement, il y a quand même un danger là-dessus. En même temps, on regarde. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des fruits et légumes. Je travaille dans les céréales, je travaillais dans le monde de l'élevage, j'ai jamais travaillé dans les productions spécialisées. Mais je suis surpris quand je regarde les chiffres, et puis j'ai un petit peu regardé pour notre discussion. On regarde la fraise, par exemple. Depuis quelques années, on a regagné du terrain sur la fraise. Il me semble, et je vais peut-être être violent pour certains d'entre vous, je ne vous connais pas, je connais très peu d'entre vous, on a regagné parce que l'aspect qualitatif de la fraise, l'aspect gustatif de la fraise est très marqué. Sur la courgette, il y a peut-être des producteurs de courgettes parmi vous. Je suis peut-être quelqu'un qui est un bœuf ignare total dans la courgette ou dans le concombre. Putain, mais j'ai quand même du mal à voir la différence, quand c'est dans ma ratatouille. Ou dans mon tzatziki, ou dans ma salade de concombre. J'aime beaucoup les concombres. Mais on ne voit pas bien la différence. Donc c'est difficile de se différencier. Sur la fraise, on l'a fait. Donc, ça me paraît important de vouloir regagner du terrain sur les fruits et légumes. Je pense que c'est le seul secteur où il y a vraiment un souci. Mais pour autant, est-ce que le plan de souveraineté que j'ai survolé, je ne l'ai pas lu en détail, va y contribuer? J'ai personnellement un doute phénoménal. On peut avoir un doute. Il va aider la compétitivité des exploitations en place. À mon avis, les demandes qui ont été faites, elles vont là-dessus, quand on voit. Mais est-ce que ça va augmenter la production et le nombre de producteurs, notamment dans le grand bassin parisien où il y a une grosse masse de population? J'espère que je me trompe.
mais j'ai un doute. Et je refais un pas de côté. Quand on dit qu'on pèse notre taux d'autosuffisance, oui, c'est clair. Alors, s'il n'y avait pas le vin, oui, bon, est-ce que mon ami Thierry Pouche de la PCA dit, ben oui, mais c'est idiot comme dire, excuse-moi, de dire, on n'a pas les vins, oui, on n'aurait pas les fruits et légumes, parce que c'est largement excédentaire. Donc, bon, je suis d'un pays producteur de vin, mais je suis bordelais d'origine, donc le vin, c'est important le vin. J'ai perdu le fil. Oui, attention, à ne pas se tromper de diagnostic. Nos exportations se portent bien. Le problème qu'on a, ce sont nos importations qui augmentent. Ce n'est pas nos exportations qui baissent. Ce sont nos importations qui augmentent. Et notre production, je parle globalement, je ne parle pas fruits et légumes, globalement. Et notre production, bon an, mal an, bon, elle a beaucoup baissé, mais il n'y a pas de tsunami tout de suite, hein, du tout. Notre production, depuis une dizaine d'années, elle est grosso modo stable. Donc, si nos exports se tiennent bien, si nos importations augmentent et que notre production reste à peu près stable, ça veut dire qu'il y a un décalage, et ça c'est vachement important, vachement inquiétant, il y a un décalage de plus en plus important entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux volets. Il y a le volet de l'offre, qui est la production, et le volet de la consommation. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. C'est pas qu'on est en train que notre agriculture est moins performante, etc. Mais il y a un décalage. Alors, est-ce que c'est que le consommateur ne mange pas ce qu'on produit, ou est-ce que nous, on n'est pas capable de produire ce que le consommateur demande, dans un secteur que je connais assez bien, qui est le secteur de la viande bovine? C'est clair que dans le secteur de la viande bovine, on ne produit pas ce que le consommateur demande, parce que sa demande a évolué, et on ne produit pas ce qu'il demande. Alors qu'on pourrait. Et j'imagine qu'en fruits et légumes, que je connais vraiment, je ne peux pas m'aventurer de manière trop précise, mais j'imagine qu'il y a la même chose. Et on va sortir des éléments qui sont vrais, mais qui sont quand même un peu l'arbre qui masque la forêt, qui est le coût de la manœuvre. Mais il n'y a pas que ça dans nos soucis, il n'y a pas que ça. Alors, on va revenir sur deux, trois notions. Tu as évoqué le document de France Agrimaire qui a servi de document de travail pour le plan de souveraineté. Sur les fruits tempérés, effectivement, on est à 85% à peu près, c'est ça, je le vois d'ici, ouais. Ouais, à 82 exactement. Mais sauf que la tendance est baissière quand même. Oui. On a reculé. Oui, mais c'est pas un tsunami. Non, on a reculé. L'exemple de la fraise est intéressant. Une anecdote, si j'ai le droit. Ici, c'est toi qui pilote. Au salon d'agriculture, à la sortie du plan de souveraineté, je vois un producteur de fraises que beaucoup connaissent ici. Il vient me voir et il me dit, mais Olivier, la fraise a connu une époque terrible et a failli disparaître. Et puis ils ont travaillé sur la montée en gamme, sur la qualité, sur la gariguette, etc. Vous les connaissez tous. Et ils considèrent que, mais voilà, eux ils sont bien. Ils n'ont pas envie de faire 100% de la production nationale, de la consommation nationale. Ils veulent se développer un peu parce que tout le monde a envie de progresser. Mais ils se disent, nous, si c'est pour faire un produit moins qualitatif qui se vendra, mais ça ne nous intéresse pas. Eux, ils veulent rester au niveau où ils sont arrivés. Donc développer un peu, convaincre que ça vaut le coup de mettre quelques centimes de plus à la barquette, quitte à manger moins de fraises, mais pas aller. Leur objectif n'est pas de faire 80-100% de la consommation nationale. Et c'est intéressant ce raisonnement. C'est intéressant, mais ça pose vraiment des questions par rapport à la question de la souveraineté. Enfin, de monter notre autosuffisance. Et sur la fraise, vous vous souvenez, pendant le premier confinement, il y a eu un souci avec la fraise, puis il y a eu une espèce d'accord un peu souterrain là, avec la grande distribution. On n'importe pas de fraises pour privilégier la fraise française qu'on avait du mal à récolter, etc. Moyennant quoi, moi je suis dans une région où il n'y a pratiquement pas de production de fraises, on n'a pas pu manger de fraises, mais pratiquement pas. Oui.
Donc on voit bien que c'est d'une complexité folle, toutes ces questions-là. Hein. Et donc il faut travailler pour être je pense, on fait des lignes quand même pour être un peu moins dépendant, enfin un peu plus autosuffisant, pardon. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un dogme. Et le vrai souci qu'on a, je pense que je ne sais pas où on en est dans le temps là. Je maîtrise. Ouais, il faut qu'on parle quand même du secteur amont. Parce que là, on a un vrai risque. Hein. Engrais. Oui, vas-y, ouais. Autant je suis convaincu que, au risque que j'ai vu quelques têtes un petit peu dubitatives ou franchement pas d'accord, donc il y aura des questions, ça va être intéressant, sur ce que j'ai raconté sur la souveraineté. Je pense, et je trouve que je l'avais écrit avant pendant la crise Covid, mais avant la guerre en Ukraine, que le vrai problème que l'on a, il est en amont. L'amont de la production agricole. L'amont de la production agricole. Sur cette question-là, hein, on a d'autres questions qui sont en aval, mais en amont, qui sont le fait que on achète quasiment la totalité de nos engrais PK. Phosphate, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on n'en a jamais eu, donc on ne peut pas faire autrement. Même si visiblement on en met un peu trop, puisqu'on s'est rendu compte que les normes vont plutôt baisser. La potasse, on en a pratiquement plus. Il y en a en Europe, les phosphates, il n'y en a pas beaucoup en Europe, les potasses, il y en a un peu en Allemagne. Donc là, il faut qu'on les achète. L'azote, c'est l'azote de synthèse, hein, c'est l'azote de l'air plus de l'énergie. Je crois qu'avant la crise, on en produisait à peu près un tiers de notre production. Donc on est très dépendant. Et donc je crois qu'il y a une politique industrielle à mener, qui n'est pas une politique agricole, une politique industrielle, un peu comme il se passe pour le pétrole. On ne produit pas de pétrole, pratiquement plus, on en a produit un tout petit peu dans les années 50-60, mais aujourd'hui on n'en produit pas. On n'a pas peur de manquer de pétrole. On a fait la queue dans les stations-service, mais ce n'était pas une question de manque de pétrole, c'est une question de mouvement social dans les raffineries. Mais il y a une politique industrielle depuis très longtemps de sécurité énergétique sur les carburants, avec des stocks stratégiques, même au niveau européen, qui ne doivent pas descendre en dessous d'un certain niveau. Et on a des accords de long terme avec des producteurs de pétrole et avec une diversification de bouquets pour se fournir. Donc on a eu tout un raisonnement qu'on n'a pas sur l'engrais. Et on a la même chose, on n'en parle presque jamais, on a la même chose sur les produits phytosanitaires. Alors on en parle sur la pharmacie humaine, mais c'est exactement la même chose sur la pharmacie des plantes. Les Bayer, Syngenta, etc., chez nous, en Europe, assemblent, fabriquent des produits, mais ne fabriquent pratiquement, je crois qu'il n'y a que 2 usines en Europe qui fabriquent les matières actives. Donc on est complètement dépendant pour les matières actives, et on est dépendant comme pour la pharmacie, ça se passe en Chine et en Inde. Donc là, il y a une vraie question. Alors évidemment, si on fait du bio, il n'y a plus de soucis. En bio, on utilise des produits phyto aussi, hein, mais ce n'est pas les mêmes. Et des engrais. Mais là-dessus, on a une vraie question à se poser de logique industrielle. Et puis on a l'autre élément majeur sur lequel on a un risque, je ne vais pas en parler, enfin c'est important, notamment aujourd'hui chez vous, c'est la ressource en eau. C'est la ressource en eau. C'est quand même une décision stratégique majeure d'avoir suffisamment d'eau pour les différents besoins, dont le besoin de la production. Et ça, socialement, c'est pas gagné. Sociétalement, pardon, c'est pas gagné. Alors, et on va terminer là-dessus, il y a aussi le local. La politique, la mode est au localisme aussi. Donc, quelle est la place du local, de la consommation et de la production locale dans tout cet environnement qu'on vient de décrire? Alors, si on raisonne avec un focus très large au niveau mondial, l'équilibre alimentaire mondial aujourd'hui, il est quand même assuré par le commerce. Si l'Égypte ne pouvait pas acheter de blé, il y a beaucoup d'Égyptiens qui ne vivraient plus. Alors, il faut à la fois augmenter l'autosuffisance d'un certain nombre de pays du Sud, avec cet enjeu de l'Afrique qui va être beaucoup plus impacté que nous par le changement climatique,
et qui va doubler de population. Donc il faut qu'ils arrivent, ils ont un peu de terre nouvelle à cultiver, ils en ont un petit peu, mais il faut qu'ils arrivent à augmenter les rendements pour ne pas dépendre complètement des importations, mais ils ne peuvent pas se passer, du moins pendant assez longtemps, d'importations. La Chine, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais si je crois ceux qui écrivent dessus, mais qui ont travaillé dessus, la Chine, apparemment aujourd'hui, n'a pas la capacité de se nourrir. Ils ont peu de terres cultivées et bon, ils ont le château d'eau qui est l'Himalaya, mais ils ont un problème d'eau. Donc forcément, c'est des acheteurs sur le marché. L'Inde, qui est en train d'augmenter, qui est devenu le premier pays en termes de population, bon, a un territoire agricole important, est exportateur, c'est assez majeur. Ils ont des problèmes de sous-alimentation, mais ils sont exportateurs de blé. Et puis c'est le premier producteur laitier du monde. Donc pour ces pays-là, il y a besoin de commerce. Pour nous, je crois que la souveraineté nationale en matière alimentaire n'est pas la somme de 1000 ou 500 ou 300 gouvernorats locaux. Ça, je ne crois pas une seconde. Que l'on favorise la valorisation locale des ressources locales, le développement notamment en fruits et légumes en périphérie des villes. En gros, on n'invente rien, ce sont les ceintures vertes, mais qu'on les reconstitue, qu'on reconstitue les vergers et les ceintures vertes autour de Paris. Oui, mais ce n'est pas un dogme. On peut le prendre comme on veut. Vous produirez des abricots meilleurs et plus facilement dans votre région que dans la Normandie où je vis, où un abricot ne pousse pas. Et nous produisons en Normandie du lait à des prix que vous n'arriverez, à des coûts de revient que vous n'arriverez jamais à avoir dans vos régions. Donc l'agriculture, c'est quand même la nature. Donc on ne peut pas faire tout, n'importe où et n'importe comment. Donc il faut quand même garder de la mesure là-dedans. Ça me paraît clair. Allez, on va... Juste peut-être pas un mot de conclusion, mais... Avant de passer la parole à la salle. Avant de passer la parole. Moi, je crois qu'on n'a pas un vrai problème de souveraineté dans la production agricole. On a ce qui m'inquiète tout de suite, c'est pas ça qui m'inquiète moi. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je vous ai expliqué, ce décalage croissant entre ce que l'on consomme et ce que l'on produit. Il y a un deuxième sujet qui m'inquiète beaucoup, qui n'est pas de notre débat, qui est un petit peu le débat de ce matin, sur le bio. Moi, c'est pas la baisse du bio qui m'inquiète tout de suite. Ça m'inquiète pour les cultures bio, bien évidemment, mais c'est pas ça globalement qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est la baisse globale de consommation à laquelle on assiste. Là, par rapport à un an, la baisse de consommation, c'est de 4%. 4% de volume acheté en moins. Ça, c'est une sacrée question pour l'agriculture. Et donc, c'est ce qu'on retrouve sur le bio, un petit peu plus sur le bio. Je crois que le bio, c'est 5. Mais donc, le problème du bio, il y a un problème de prix, mais le problème global, c'est la baisse de consommation qu'on retrouve en bio. Voilà. Ça. Et le dernier élément, qui est pour moi une réalité, c'est qu'on a visiblement une perte de compétitivité, ce qui est autre chose. On a une baisse de compétitivité de nos productions. On produit trop cher. Alors je ne parle pas de l'augmentation là, de 15-16% de l'alimentation et qui sera à 25% au début de l'été, compte tenu des hausses qu'il y a eu, des oui, mais ça c'est l'inflation. C'est pas que l'inflation. L'inflation, elle est à 5-6%. Hein. Donc il y a des phénomènes assez compliqués à comprendre. Pour moi, je ne comprends pas bien pourquoi ça augmente autant. Il y a des effets d'opportunité qui sont évidents, dont une part bénéficie au monde agricole, et quelque part c'est très bien, mais sur le moyen terme, c'est suicidaire ce qui est en train de se passer. On va le payer très cher dans le monde agricole. Ça, j'en suis absolument convaincu. On le paye très cher par la baisse des volumes. Ça, c'est clair. Alors, c'est bien, ça fait, et puis j'ai travaillé longtemps dans le centre de gestion, donc je disais la crise agricole, ça fait depuis le mois de mars, je disais ça. La crise agricole en 2022, c'est le manque de fiscalistes pour 2022. Je ne me suis pas bourré. Les résultats en 2022, ils sont phénoménaux dans presque toutes les productions. Pas partout, mais dans presque toutes. Mais ça, cette hausse des prix, c'est très bien, mais on va le payer cher demain. Hein. Enfin, c'est juste ça que je voulais dire en conclusion. Allez, qui a envie de réagir, de demander une précision, de poser une question? C'est le moment, il nous reste quelques minutes.
Moi, j'ai des questions. Ah, madame, non? Non, oui, madame. Oui, donc Marie-Thérèse Lacour, moi je suis agricultrice, alors en grande culture dans le sud, dans le département de la Haute-Garonne. Alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai beaucoup de points de désaccord avec votre vision des choses. Alors je reviendrai d'abord sur la libre circulation de tous les échanges. Moi ce que je constate c'est qu'au niveau et des agriculteurs pour la gestion de leur entreprise et pour le consommateur, le fait de ne plus stocker les produits, alors c'est plus facile en grande culture puisqu'on peut stocker beaucoup plus facilement que quand on est sur des produits frais. Ça se traduit quand même par ce qu'on connaît, par des prix qui varient beaucoup d'une année sur l'autre, parce que si on a de la production, ça baisse et moins de demande, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Donc ça c'est un point qui me perturbe par rapport à votre intervention. Après le point de l'eau, évidemment, et alors aujourd'hui il est crucial, et puis j'ai vu que le ministre Béchu était aujourd'hui ici dans les PO, et le stockage de l'eau. Alors quand on dit le stockage de l'eau est désavoué par la population, je crois qu'il faudrait dire plutôt le stockage de l'eau est désavoué par certains. J'ai la chance d'avoir 2 petites retenues collinaires, et j'ai mes voisins, quand ils passent, ils me disent « Mais Marie-Thérèse, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vous ne stockez pas de l'eau. » Parce qu'ils le voient. Là, ils sont du terrain, ils le voient. Quand l'eau tombe, quand elle ruisselle, si on la stocke, on l'a pour l'utiliser plus tard. Donc voilà, ça fait partie des choses aussi. Et où les journalistes et où les médias ont beaucoup de responsabilités sur la vision des choses et sur la façon dont ils font croire certaines choses, dont ils transmettent des informations qui ne sont pas forcément des informations, mais des choses qui sont déformées. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de questions. Non, mais c'est une réaction. Par rapport... alors oui, vous faites état de la baisse de consommation. Alors on n'en a pas parlé ce matin, mais ça pouvait être une question de ce matin. Je suppose qu'il y a des études en haut lieu, mais qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Ce qui serait intéressant, et ça expliquerait beaucoup de choses, sans doute pour la bio et pour tous les produits de qualité, c'est alors je ne sais pas comment le formuler, où sont les centres de consommation en fait. Dans quelle strate sociale de la société on retrouve, ce qui serait intéressant c'est de retrouver, alors je suis niveau ingénieur, je suis niveau... qui consomme voilà, quoi qui consomme quoi, voilà, vous avez très bien compris, merci. Je crois que ça serait intéressant. Parce que, et c'est une des premières problématiques de la région Occitanie qui très tôt a orienté les choses vers des produits de qualité, pensant que ça serait la solution. Et aujourd'hui, du coup, nos producteurs, pour certains, c'est compliqué, pas pour tous, pour certains ça se passe bien, mais pour d'autres, comme on a voulu développer la bio et que c'était des arguments politiques et nationaux et européens de développer la bio, on se rend compte que les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a la demande sociétale, et moi j'ai l'habitude de dire aux citoyens, aux gens quand je les ai en face, quand vous êtes citoyen, vous demandez des choses, par contre quand vous faites vos courses et que vous êtes consommateur, là vous oubliez votre demande sociétale. Et la difficulté, et ça a été dit ce matin ici, c'est que notre souci c'est l'âge des producteurs et que pour faire venir des jeunes, il faut leur amener un petit peu d'optimisme et d'être sûr qu'ils puissent arriver dans leur métier jusqu'au bout. Quand on voit ce qu'il faut investir, il faut être sûr d'avoir une rentabilité économique et de pouvoir vivre de ce métier. Eh bien, merci. Madame a passé ton intervention au SCADER. J'ai pris 2-3 pour les points que vous avez évoqués. Sur la question des variations de prix et des stocks, en gros, derrière de la régulation des marchés. C'est ça la question que vous posez. La question de la régulation des marchés. Bon, ce que je constate, c'est pas forcément ce que je souhaite personnellement, et puis j'ai pas les idées très arrêtées sur la question à titre personnel. Mais ce que je constate, c'est que la régulation du marché, en gros, la PAC d'avant 92, la France, on a eu un mal de chien à l'accepter. On a mis plus de 20 ans à l'accepter, et c'est là qu'on a décroché, pour moi. Ça, je suis à peu près sûr de moi là-dessus. Bon, est-ce qu'il faut remettre une régulation des marchés ? Honnêtement, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est que globalement, la majeure partie des pays européens n'en veulent pas. Donc c'est un débat qu'on n'a pas intérêt à ouvrir parce qu'on va se battre contre des moulins.
Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il serait peut-être pas idiot de réfléchir au niveau européen, mais mondial, mais dans la pratique européen, des grands blocs, d'avoir un stock de sécurité alimentaire. C'est autre chose, qui n'est pas fait pour réguler les marchés, mais qui est fait pour assurer la sécurité alimentaire. Parce que depuis plusieurs années, la production mondiale, elle a du mal à suivre la consommation. Donc nos stocks ont baissé. Vous êtes grande culture, vous connaissez bien. Donc ça, c'est une vraie question. Après, la science économique, alors je suis un agronome, moi je ne suis pas un économiste universitaire, mais bon, j'ai beaucoup travaillé après avoir un démarrage de carrière dans la technique, je me suis intéressé beaucoup plus à l'économie. Mais quand on regarde les chiffres de gestion des comptes, depuis que les cours varient, le revenu agricole globalement se porte bien. Il varie, et quand on regarde la pente, vous pouvez regarder, en 2022, le revenu agricole n'a jamais été aussi élevé de toute notre histoire. Le chiffre juste en dessous, c'est 2021. Et par contre, il y a des variations d'une année sur l'autre qu'on n'a jamais connues. Mais la tendance depuis un peu avant 2010 est clairement à la hausse. Donc, est-ce que la variation de prix, la variation des prix de vente et des prix d'achat, parce qu'il y a les deux, et si on n'avait pas compris, avec l'Azote, on a compris cette année. Et alors que nous venons de vivre plusieurs années où les intrants étaient plutôt bas, avant la secousse de 2020. On a oublié ça. Et le prix de l'argent était gratuit. Et donc, la gestion est plus difficile. C'est clair. La gestion est plus difficile parce qu'en plus, avec le changement climatique, les rendements, notamment en grande culture, sont plus variables. Et en plus, en gros, ils plafonnent pour le blé. Mais c'est pas forcément négatif pour le revenu. Globalement, si on regarde sur 10 ans, c'est assez clair. Ensuite, vous posiez la question la question du stockage de l'eau. Je pense que dans le tiers sud de la France, vous avez un énorme avantage, c'est que vous bénéficiez des grands équipements qui ont été faits au lendemain de la guerre. Le canal de Provence, le Baronne, les coteaux de Gascogne, tous ces équipements-là, vous en bénéficiez. Même si aujourd'hui, il faudrait peut-être les agrandir et effectivement, ça bloque. Même si je suis complètement d'accord avec vous, à très forte, à proximité de contact direct, les gens ne sont pas contre. Et puis c'est assez classique. Alors dans le monde agricole, en plus, on est spécialiste de ça. On défend aujourd'hui ce qu'on a combattu hier. Et une fois que c'est fait, l'exemple typique, c'est les quotas. À l'époque, j'étais là dans l'administration des quotas laitiers, par exemple. Qu'est-ce qu'on a eu comme manif contre les quotas? 20 ans après, on a eu des manifs encore plus fortes pour ne pas les arrêter. On est tous comme ça. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est très très ambivalent. Ce qu'il y a maintenant, c'est que la communication elle est générale et tout le monde se balade et les bassines, il y a des gens de partout qui viennent. Voilà. Donc après, sur la question de qui consomme quoi, c'est une question centrale que vous posez. Et je voulais quand même vous dire qu'on ne perd jamais de vue qu'il y a 6, 7, 8 millions de Français sur les 67 ou 8 que nous sommes qui ont recours à l'aide alimentaire. Et donc qui raisonnent, et on dit souvent qu'il y a la moitié de la population française qui raisonne par mois à 10-15 euros près sa consommation alimentaire. Donc ça veut dire que les prix, c'est pas un levier sur lequel on peut beaucoup jouer. D'où la proposition, et qui n'aboutit pas, je ne sais pas très bien pourquoi, qui était soutenue notamment par la profession agricole, de chèque alimentaire, de soutenir, et moi je pense d'ailleurs que peut-être qu'il faudrait transférer une partie des soutiens directs aux agriculteurs, c'est-à-dire du soutien à l'offre, un soutien à la demande, comme font les Américains. C'est noyé dans les sables, je ne sais pas vous dire pourquoi. Dernière chose sur le métier, oui bien sûr, on a besoin de jeunes, on a besoin de beaucoup de jeunes salariés. Le statut de salarié doit être anobli dans le monde agricole, parce que le métier, pour les raisons qu'on évoquait, le métier est plus compliqué. Je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui seront capables d'être gestionnaires performants d'entreprises agricoles.
et qui seront capables d'être des producteurs heureux. Et ce discours valorisant, que je vous rejoins, mais voilà, je vais sombrer dans la facilité. Comment peut-on être optimiste sur les jeunes agriculteurs quand on entend le discours dominant de la profession agricole, qui dit on n'est pas reconnu, on ne gagne pas notre vie, on travaille comme des chiens, venez dans notre métier. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que on n'est pas reconnu, c'est pas tout à fait vrai. On bosse comme des chiens, oui, mais moins que nos parents. Et on ne gagne pas sa vie, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne gagnent pas du tout leur vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui gagnent bien leur vie. C'est clair, il faut le dire, il faut pas le cacher. On a eu 2021 et 2022 qui ont été des très bonnes années, purée, mais il faut le dire. On dit, ouais, c'est pas trop mauvais. Bon. Non, il faut le dire. Merci. Un mot sur le chèque alimentaire, puisqu'on est quand même dans le milieu fruits et légumes. C'est la profession, la filière fruits et légumes qui a inventé le concept, a voulu un chèque fruits et légumes en se basant sur les recommandations sanitaires, 5 fruits et légumes par jour. On leur a dit, oh non, c'est trop compliqué, fruits et légumes, on n'y arrivera pas. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire le chèque alimentaire. On l'attend toujours. Est-ce qu'il y a une dernière... Je sais qu'il y a une partie prenante qui sont absolument contre, c'est toutes les associations caritatives. Oui, qui ont peur que elles défendent leur marché, elles aussi. Hein. Mais c'est pas la raison première qu'on n'arrive pas. Est-ce qu'il y a une dernière question ou une dernière remarque? On a une petite minute, une paire de minutes. Ben non, écoutez, on a bien travaillé de toute façon. Je vous donne rendez-vous dans pas longtemps à 16h pour le dernier débat de la journée et du Medfeld sur l'agrivoltaïsme. Jean-Marie, un grand merci. Merci à toi. Et puis je remontre une dernière fois ton bouquin. Et puis à très vite. À tout à l'heure.